les grands changements que l'on observe, dont on pense que ce sont des phénomènes sociaux, est-ce que ce sont vraiment des phénomènes sociaux ou est-ce que ce sont des phénomènes transmissibles? Par exemple, l'épidémie d'obésité. L'épidémie d'obésité, tout le monde est d'accord, les gens sont de plus en plus gros. Bon, très bien. Donc chacun a son expression. Très bien. C'est certain que plus on mange, plus on a la chance d'être gros. Bon, c'est certain. Il y a quelques gènes dont on sait qu'ils prédisposent au fait qu'on soit plus gros. C'est certain. Si on mange beaucoup et qu'on ne bouge pas, on est plus gros. C'est certain aussi. Mais ce qui est certain aussi, c'est qu'il y a une transmissibilité de l'obésité. C'est-à-dire que dans une famille, si vous avez des enfants adoptés, ils prennent le même phénotype que les parents adoptifs. Alors, si les parents adoptifs sont gros, les enfants adoptés vont devenir gros comme les enfants naturels. Donc c'est transmissible. Vous me dites, non mais alors ça c'est de la psychologie, c'est parce qu'ils mangent... Oui, c'est de votre opinion. Je vous remercie, votre opinion est intéressante. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est transmissible. Et donc je ne connais pas la cause de cette transmissibilité. Est-ce que vous croyez le savoir, vous croyez que c'est psychologique ou sociologique? Oui, moi je ne sais pas. Il y en a qui sont, dont je fais partie en partie, parce que j'ai mauvais esprit, qui pensent que c'est un des drames du capitalisme incontrôlé, c'est-à-dire du sucre. Le sucre c'est une drogue, à force de mettre du sucre partout, dans les légumes, dans les bonbons, dans les boissons, à force de mettre du sucre partout. Le sucre, c'est très, très addictif, donc c'est vraiment l'hormone cérébrale. Le sucre, tout de suite, ça fait... Non, il n'est pas impossible que le sucre joue ce rôle, certainement. D'ailleurs, on sait que si on limite les boissons sucrées, on limite en partie l'obésité. Mais ça ne veut pas dire que ce soit le seul élément. Il y a un élément génétique, sûrement, un élément de modification de l'alimentation. Est-ce qu'il y a un élément transmissible? Mais qui le sait, ça? Personne ne le sait, ça. Encore une fois, c'est la même chose. Ça apparaît dans des civilisations urbaines, denses. Donc, s'il y a une séquence de l'obésité qui se balade, eh bien, elle va apparaître là-dedans, puis elle va finir par atteindre toute la population. À moins que tout le monde se mette à courir sur les trottoirs en restreignant son alimentation. Mais c'est intéressant de voir que il s'est passé quelque chose dans notre cerveau qui fait que nous n'avons plus de contrôle naturel du besoin alimentaire. On est obligé de servir de notre intelligence pour s'empêcher de manger trop. C'est étrange, la plupart des animaux ne sont pas comme ça. Enfin, ils ne deviennent pas obèses, même si on le donne à manger, ils ne vont pas devenir obèses. Donc, il s'est passé quelque chose, la disparition du contrôle du besoin alimentaire, c'est quelque chose. Ce qui se passe, les modulations de l'intelligence, vraiment, je vais vous faire peur pour le moment. Les modulations de l'intelligence, c'est intéressant, les modulations de l'intelligence. Pendant le XXe siècle, avec les mesures qu'on avait, qui sont les mesures du quotient intellectuel, eh bien, pendant le XXe siècle, on a vu une augmentation de la moyenne de l'intelligence dans la plupart des pays. Très bien. Ça s'appelle l'effet de Flynn. Et puis, au XXIe siècle, on commence à voir que c'est l'inverse qui se passe. Ça diminue. La population est de plus en plus bête. De moins en moins intelligente. C'est significatif. Au début, tu me dis non, c'est d'erreur, non, c'est 8% de moins. C'est beaucoup. En particulier en Europe. Il s'est passé quelque chose. Alors, soit... Là aussi, c'est un phénomène social, c'est les écrans. C'est sûr que les écrans, ça ne rend pas très intelligent. Il y a un contre-pouvoir qui se met. Les parents, les jeunes parents, maintenant, essaient d'empêcher leurs gosses de passer leur vie devant les écrans, devant le téléphone, etc. Parce qu'on se rend bien compte que pendant qu'ils font ça, contrairement à ce qu'on croyait, moi, quand j'étais jeune, on pensait que... il y a un certain temps, on pensait que... Avec la télévision scolaire, on n'aurait plus besoin de rien. Au contraire, plus ils regardent la télévision, et moins ils comprennent. Donc on voit bien que c'est une erreur. Donc c'est peut-être un phénomène sociologique aussi. Peut-être pas. Peut-être que, avec l'augmentation de la densité de l'intelligence, il y a une séquence de dégradation de l'intelligence qui s'est répandue et qui fait que la population est moins intelligente. On ne sait pas.
D'accord, quand on voit un phénomène épidémique, c'est-à-dire un phénomène qui ne touche pas une personne seulement, ce phénomène épidémique, entre guillemets, ça veut dire simplement, il touche de très nombreuses personnes qui sont concentrées à un endroit donné. L'explication, on ne la connaît pas. C'est simplement quand on a étudié de manière spécifique les données avec des outils qui les rendent possibles, qu'on finit par comprendre ce qui se passe et éventuellement lutter contre. Jusque-là, on a toutes les explications qu'on veut, qui vont depuis Dieu jusqu'à la sociologie, la psychologie, la politique. Mais tout ça, c'est possible, mais c'est pas sûr du tout. Hein. Donc, on sait, hein, c'était vraiment le travail de Durkheim, qu'il y a des comportements sociaux. D'ailleurs, c'est un des mots qu'avait créé Dawkins, qui est un type très intelligent, mais un idéologue très brutal, mais un militant anti-religieux très brutal, qui pense qu'on peut démontrer scientifiquement l'absence de Dieu, ce qui est possible, mais c'est pas l'objet de la science. Qui avait créé un mot qui s'appelle les mèmes, qui est le correspondant des gènes pour expliquer qu'il y a des comportements sociaux qui sont épidémiques de même nature, et comme des mots qui deviennent épidémiques, comme des... Vous voyez, donc il y a des phénomènes. Mais dire que ces phénomènes-là sont des phénomènes qui ne sont pas des phénomènes biologiques, c'est une opinion. Ce qui est factuel, c'est qu'il y a des phénomènes épidémiques et inexpliqués. Et que dans ces phénomènes épidémiques inexpliqués, on verra bien, on saura bien, ou nos descendants sauront bien, si une partie de ça, s'ils n'ont pas tout détruit d'ici là, une partie de ça est liée à des séquences liées à la densité humaine, ou si c'est dû à autre chose, ou si la même densité humaine a amené à avoir des changements de comportement psychologiques et sociaux. Donc il y a une ouverture là, de la connaissance grâce à ces séquences, la découverte de la découverte la plus importante de toutes que l'on ait eue grâce à la génomique. Pour moi, la plus importante de toutes, c'est celle-là. La deuxième plus importante, c'est la démonstration du mosaïcisme généralisé, du métissage généralisé. Donc, moi, j'ai entendu, j'aime bien les histoires, mais je sais reconnaître quand c'est une histoire et quand c'est de la connaissance. Alors, pour les paléontologues, la plupart du temps, c'est des histoires. Hein. C'est comme Blanche-Neige et les 7 nains. Hein. C'est l'histoire de Néandertal est trop bête et Sapiens est trop intelligent. Toc, il a éliminé Néandertal. C'est pas vrai. Oh, non, il y a toute une partie du monde qui est un mélange de Néandertal. C'est une néandertalienne typique, qui est un mélange de Néandertalien et de Sapiens. Il y a un nouveau génotype qui a été trouvé dans une grotte qui s'appelle Denisova, qui représente jusqu'à... Nous avons entre 2 et 4% de séquences, je vous assure, je vous rassure, moi aussi, je suis néandertalien, peut-être plus encore. Nous, on a entre 2 et 4% de séquences néandertaliennes. Ce qui expose d'ailleurs à certaines maladies, il y a certaines maladies ou certaines protections vis-à-vis de maladies, parce que le système immunitaire des néandertaliens n'était pas exactement celui des Cro-Magnons. Mais Denisova, il y a jusqu'à 15% de gènes de Denisova dans les populations mélanésiennes, par exemple. Hein. En Mélanésie, et donc les Mélanésiens, d'ailleurs, on voit bien que le phénotype apparent des Mélanésiens, les gens, en particulier ceux qui pensaient pouvoir définir des races humaines, et en particulier basées sur la couleur, c'est un contresens concernant les Mélanésiens qui ont un génome beaucoup plus loin de celui des Africains que nous. Parce qu'ils ont cette partie-là de Denisova qui sont les seuls à avoir avec peut-être une partie des gens en Sibérie. Donc c'est un gène celui-là qui vient de Sibérie, c'est là où on a trouvé le seul ancêtre qu'on a trouvé. Maintenant, on sait que contrairement à ce qu'on imaginait, on voyait un génome avec X gènes chez l'homme. Après, on dit, ça va, c'est homogène, c'est une espèce... Pof. Maintenant qu'on commence à faire du séquençage en Afrique où il y avait le plus de biodiversité, on se rend compte qu'il y a une biodiversité incroyable. Il y en a qui ont quelques millions de bases en plus que ce qu'on avait dit jusqu'à maintenant. Donc on ne sait pas
D'accord? Donc chaque étape, ça c'est l'homme, il peut rien à chaque étape, à chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau, on croit que, bon alors ça y est, maintenant on a le savoir, c'est bon, on va pouvoir le dire. Moi c'est pour ça que je me suis disputé toute ma vie en faisant de la science, parce que le principe même de faire de la recherche, c'est de dire que ce qu'il y avait avant était soit faux, soit incomplet. Sinon, on arrête tout, on fait tout, on devient tous instituteurs. C'est pas la peine il n'y a plus rien à découvrir, on n'a plus rien à faire. Donc, si vous êtes d'accord avec toutes les hypothèses à un moment donné, il faut s'arrêter de dire que vous êtes chercheur, d'être devenu autre chose. Voilà. Mais c'est pas chercheur. Donc, si vous êtes chercheur, c'est que par principe, vous avez l'esprit de contradiction et que vous pensez que ce qu'on vous a enseigné est tout ou partiellement faux. Et que donc, il faut le remplir, et il ne faut pas croire ce qui n'est pas basé sur de la connaissance, mais sur de la déduction. Donc, on fait des déductions, ces déductions, elles valent ce qu'elles valent. Vous savez, toutes les théories qui expliquaient toutes les épidémies, il y en a eu des dizaines avant qu'on commence à comprendre qu'il y avait des microbes ou qu'il y avait des virus. Hein. Et donc, les types qui disaient ça, ils n'étaient pas, encore une fois, ils n'étaient pas plus bêtes que nous. Hein. Donc, dedans, il y a des savants, des gens intelligents, mais comme il leur manquait des pièces du puzzle, comme il nous manque des pièces du puzzle pour comprendre actuellement. Mais en tout cas, un élément qui est important à retenir, ce qui est la raison de cette série de leçons sur l'évolution, c'est que un des éléments majeurs absolument incontestés de l'évolution, c'est l'infection et le parasitisme par des séquences nucléiques, par des virus, par des bactéries, mais même par des parasites. Hein. Il y a un parasite qui sévit au Brésil, il s'appelle Trypanosoma, qui, quand il infecte les gens, parfois passe dans le génome, et il y a un morceau de ça qui va être transmis aux enfants, et maintenant ces enfants ont là aussi un grand-père parasite, ou une grand-mère parasite, moi je suis pas sexiste, l'un ou l'autre, et donc qui est intégré. Donc et c'est un des exemples les plus spectaculaires de l'aveuglement que l'on peut avoir quand on croit savoir. Un type tout à fait extraordinaire, je suis très content. D'ailleurs, les gens que j'admire beaucoup, j'étais content si j'ai eu l'occasion de faire une publication avec eux. Alors c'est arrivé plusieurs fois, les gens qui j'avais une très grande estime, d'avoir l'occasion de faire une publication. Là, c'est J. Craig Venter, qui est celui qui a créé le plus grand centre de séquençage, qui s'appelle Tiger, et qui avait fait comme défi, et donc alors, tout le monde l'a détesté à cause de ça, c'est un sale mégalomane, il a beaucoup d'argent, et il a dit, je veux pas d'argent public, je vais faire moi le plus grand centre de séquençage, et je vais faire le génome humain. Il n'a pas fait le génome humain, il a fait le sien de génome. D'accord. Et du coup, il n'a pas dit au début que c'était le sien, mais du coup, ça a rendu fou toutes les nations et tous les services scientifiques en disant, attendez, on va pas se laisser avoir par ce sale type là, qui est juste avec son argent, là, il décide que c'est lui qui fait la science. Là. Et donc, toutes les structures scientifiques nationales du monde se sont associées. Dedans, il y avait la France, l'Angleterre, il y avait le NIH aux États-Unis, pour lutter contre Craig Venter, pour arriver à faire plus vite que lui. Enfin, et on fait match nul à la fin, lui contre le reste du monde, pas mal. Moi, j'ai eu la chance, je n'ai pas fait le génome humain avec lui, j'ai fait le génome du pouls avec lui. Donc, c'est beaucoup plus petit, mais c'est le plus petit génome des multicellulaires. Donc, parce que je suis un garçon modeste, je me suis limité au pouls. J'ai pas fait l'homme, mais j'ai fait la discussion sur pourquoi est-ce que le pouls était plus petit. Pourquoi est-ce que le génome du pouls était plus petit que celui de tous les autres insectes? C'est parce qu'il est spécialisé. Donc, comme il est spécialisé, il a besoin de moins d'informations que ceux qui ne sont pas spécialisés. Craig Venter travaille aussi, à cette époque-là, un peu avant qu'on fasse d'ailleurs le pouls, travaille sur un parasite qui donne une maladie chez l'homme, qui donne une filariose, c'est-à-dire une maladie lymphatique qui fait les éléphantiasis, les grosses jambes rouges là, qui s'infectent. Et qui donne ça, qui est un ver, donc qui donne ça en Malaisie. Voilà, il s'appelle Brugia malai. Très bien, il le séquence, et moi ça m'intéresse beaucoup le fait qu'il le séquence, parce que, moi, vous vous rappelez, ma vie scientifique a commencé, j'ai gardé une certaine affection pour ces microbes, avec les bactéries intracellulaires, les Rickettsia, le groupe de Rickettsia. Et donc, ces vers
ont, à l'intérieur du ver, il y a une espèce de rickettsie. Ces rickettsie, elles sont très importantes. C'est elles qui ont donné lieu aux mitochondries, par exemple, hein, dont on parlait tout à l'heure. Celle-là, au lieu de s'appeler rickettsie, elle s'appelle Wolbachia. Wolbach était aussi un rickettsiologue. C'était un corps très glorieux, les rickettsiologues. Et donc, et cette Wolbachia, du coup, est nécessaire à ce ver. Elle s'est rendue nécessaire. Donc, elle a un stade un peu intermédiaire entre le parasite et la mitochondrie. Oui. C'est devenu un symbionte maintenant. C'est devenu une bactérie indispensable à la multiplication de ce ver. Très bien. Et presque tous les vers de ce groupe, les filaires, ont ça, sauf une. Très bien. Ils séquencent Brugia malayi. Très bien. Et cette Wolbachia, on la trouve non seulement dans les vers, mais aussi dans des insectes, dans d'autres arthropodes, dans des araignées. Bon, voilà. Il séquence ça et il publie le génome du ver. Voilà. Papier dans Nature ou Science, je ne sais pas. Enfin, à l'époque, on faisait un génome, c'était toujours Nature ou Science. 2 ans après, peut-être, il publie un deuxième papier sur le même sujet en disant, écoutez, on s'est trompé. C'est-à-dire qu'on a publié Brugia malayi, on savait que dans ces Brugia malayi, de temps en temps, il y avait des Wolbachia, parce qu'on sait qu'il y en a dans ce groupe-là. Et donc, tous les gènes de Wolbachia qu'on a trouvés, on les a enlevés. Puisqu'on sait que il y a une bactérie qui peut être dedans. Et en enlevant, on a fait une bêtise. Parce qu'en réalité, il y avait une partie des gènes de Wolbachia qui étaient intégrés dans le génome de Brugia malayi. Donc, Brugia malayi n'a pas un ancêtre unique parasitaire. Il a un ancêtre qui est un ver. Et il a un ancêtre qui est Wolbachia. Et donc, à partir de ce moment-là, intégré à l'intérieur. Donc, les gènes sont passés dedans. Et du coup, on a commencé à regarder dans les autres, les insectes, les araignées, etc., si là aussi, les gènes étaient rentrés, oui. Et là, il y en a le plus, c'est dans les araignées. Il y a une araignée dans laquelle il y a 9% de Wolbachia qui est venu s'intégrer à l'intérieur du génome de l'araignée. Et donc, ça, c'est maintenant que ça s'est passé, récemment. Donc c'est un point. Donc on voit bien que quand on a une hypothèse a priori, donc qui est les Wolbachia qui sont les parasites, donc on les enlève et on regarde juste le génome, on passe complètement à côté d'une analyse naïve, disant on va regarder ce qu'il y a, mais tiens comment ça se fait. Et après, je ne sais pas, parmi eux, il y en avait un qui était plus curieux ou plus malin. Qui a dit, mais c'est bizarre parce qu'il y a quand même des séquences qui sont à cheval sur les deux. Alors, ça peut venir d'un artifice. Quand on séquence, il peut y avoir des artifices, des bouts qui se mêlent. Si on est contaminé par des bactéries, il peut y avoir des bouts qui se mêlent. Mais là, il y a un peu trop qui faisait ça, donc ça a pris un peu de temps de démontrer, mais en réalité, donc le génome de ce ver était bourré de séquences de Wolbachia et montrait ce qu'est la vraie vie actuellement, c'est-à-dire ce métissage, ce mosaïcisme permanent qui est le propre des êtres vivants. D'une part, il y a ce mosaïcisme avec des organismes reconnus, et d'autre part, ce parasitisme généralisé qui est d'autant plus important que nous sommes des êtres complexes, sans qu'on sache si c'est la cause ou la conséquence. Est-ce que notre complexité vient de cette information génétique multipliée dans des quantités extraordinaires, ou est-ce que c'est notre mode de vie qui a permis ce parasitisme extrême qui amènera peut-être au fait qu'il n'y aura plus de place du tout pour les vrais gènes? C'est une question, bien sûr, à laquelle on ne peut pas répondre pour l'instant. En tout cas, moi,